Monde numérique. RGPD, on a régulé 15 ans après que les bêtises soient faites. Mais franchement, c'est pas plus mal parce que, je veux dire, la jurisprudence, c'est celle qui marche le mieux quand même. On a compris quelque chose, d'accord? Faire des trucs en amont et décider que ça va être comme ça et qu'il faut réguler avant, moi, ça m'embête beaucoup parce que je suis sûr qu'il y a des applications qu'on interdira ou qu'on s'interdira de faire, auxquelles on n'a pas pensé. Et ça, ça serait très embêtant. Bonjour Luc Julia. Bonjour Jérôme. Co-inventeur de Siri, directeur scientifique de Renault, expert en intelligence artificielle, ravi de te retrouver comme chaque mois dans Monde Numérique pour que tu nous livres ton humeur du moment sur l'actu tech. Et on parle donc ce mois-ci évidemment d'intelligence artificielle. Allez, on va revenir un petit peu rapidement sur ce qui était l'événement du mois de février, le fameux sommet de l'IA à Paris. Tu y étais, on s'est croisés sur place. Avec un peu de recul, quel regard tu portes sur cet événement et sur éventuellement ses conséquences? Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a parlé beaucoup d'IA et dans les médias, mais aussi, dans la rue, en fait. Parce que je voyais, moi, j'ai rencontré plein de gens qui c'est peut-être parce qu'ils savaient que j'étais là ou je sais pas, mais qui m'ont parlé d'IA, qui me disaient: «Alors ce sommet, machin» et cetera. Et on en a parlé beaucoup parce qu'il y a eu quand même des annonces fortes, hein, donc la réalité, c'est que dans une période où il y a pas de budget en France, hein, d'accord? Donc c'est toujours Mmh. assez compliqué. Il y a eu quand même, annoncé 109 milliards d'euros pour la partie, purement française et puis, après encore 200 milliards ou quelque chose comme ça pour l'Europe. Donc les chiffres sont énormes, hein, donc ça match, les chiffres de Stargate, de Trump de quelques jours avant, d'une dizaine de jours avant. Alors maintenant la réalité, on verra. Je sais pas exactement ce que ça veut dire. Il y a des on sait que les sous viennent, comme on l'a dit, pas de France parce qu'on les a pas, mais il y a des sous qui viennent, des Émirats arabes unis, il y a des sous qui viennent du Canada, il y a des sous qui viennent, bon, de divers endroits. Donc a priori, il y a au moins une cinquantaine de milliards qui sont plus ou moins sécurisés. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, comment on va y accéder? C'est ça, qui est peut-être pas très clair encore. Est-ce que ça va être une structure de type France 2030 où il y a un guichet, où il faut aller faire les demandes, je sais pas. Il y a ces trucs-là sont fléchés en gros apparemment sur 3 endroits. Donc, des data centers, d'accord? Pour Mmh. pouvoir, avoir plus de data centers parce que ça nous manque un peu et pour, avoir des trucs qui soient un peu souverains, on va dire. Hem, des chips, alors là, ça va être certainement beaucoup plus long, mais essayer d'avoir une certaine indépendance sur les chips, les puces, d'accord? On a un Les problème, puces. ça fait Mmh. longtemps qu'on a arrêté, notre compagnie européenne, STMicroelectronics, ont décidé il y a une dizaine d'années maintenant de plus faire des gros chips et de faire que des petits chips et évidemment ce truc-là, ça marche pas pour l'IA, d'accord? Donc est-ce qu'on est capable de refaire une industrie de chips? Très similaire à ce que les Chinois ont fait quand les US leur ont interdit l'accès à leurs chips. On peut toujours y aller, Mmh. par des voies détournées, mais voilà, donc ça, c'est le deuxième truc. Alors ça risque d'être un peu long et le troisième truc, c'est d'aider, l'innovation en général autour de l'IA et donc moi, ce que j'ai compris et c'est peut-être pas exactement ça, mais ce que j'ai compris, c'était, aider cet écosystème qu'on a qui est extraordinaire avec ces centaines de boîtes, de start-up qui font de l'IA en France, et donc les aider d'une manière ou d'une autre pour passer tu sais, je dis toujours qu'on est au niveau des start-up, hein, la start-up nation, mais il faut passer pour certaines au niveau du scale-up. Ça serait bien qu'on puisse passer au niveau du scale-up sans avoir à les mendier aux États-Unis, un peu comme l'a fait, Mistral. Alors il était question aussi de réglementation, mais pas trop, hein, et un petit peu quand même, et on a l'impression que on a clairement vu que, sur cette question de la réglementation, il y avait quand même un dissident, c'est l'Amérique, parce que les États-Unis sont les seuls avec la Grande-Bretagne à ne pas avoir signé l'engagement et cetera. Est-ce que d'une manière générale, toi qui vis aux États-Unis, comment est-ce que tu vois ce rapport de force qui se dessine entre les États-Unis et l'Europe en matière d'IA? On a un peu l'impression que l'Amérique a un peu peur de perdre son leadership finalement, si ça monte trop en Europe ou en Chine, sur ce terrain-là, non? Ouais, enfin, moi, je pense qu'ils ont pas trop de soucis à se faire, franchement, mais Ouais, pas heu, à court terme, c'est sûr. ouais, mais pour ce qui est de la régulation, la réglementation,
c'est sûr qu'il faut qu'on fasse, nous, en Europe, on est quand même les champions du monde de la régulation, hein, et il faut qu'on fasse super attention quand même, pour pas donner les clés, aux Chinois ou aux Américains sur des trucs dérégulés. D'accord? Donc il faut qu'on fasse super attention. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas faire de régulation, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire et tu m'entendras jamais dire ça. Heu, mais heu, mais il faut faire attention de pas over réguler. Et je pense Mmh. que justement les messages qui sont passés aussi bien du côté de la France que du côté de l'Europe, donc il y a presque 2 semaines, étaient plutôt bons là-dedans. Parce que justement on n'en a pas trop parlé, on n'en a pas trop fait, d'accord? Mmh. Et il faudra qu'on régule. On a déjà un AI Act, hein, qui va, dans les 2 années qui viennent, en fait, se modifier, hein. Il est fait pour ça, donc j'espère qu'il va se modifier un peu parce qu'il est un peu, pour l'instant, rigide et il va falloir le fluidifier un peu pour pas s'interdire de faire des choses. Donc j'espère qu'on sera capable de faire ça en Europe. Hem, il faut pas qu'on ait des trucs, si tu veux, qui nous empêchent d'utiliser des machins qui arriveraient des États-Unis parce que, la régulation nous empêche de le faire et de le comprendre, d'accord? Donc ça serait embêtant et c'est ce qu'on voit un peu avec, l'Apple Intelligence et avec, les choses de Meta, hein. Aujourd'hui, ces 2 boîtes ont décidé de ne pas, release, tout, de leur, Mmh. de ce qu'ils ont, de leurs features en Europe à cause de la régulation. Donc ça serait un peu bête, donc il faut faire un peu attention à ça, parce que de toute façon, ça va exister. Et donc après, quand on régule a posteriori, alors c'est un peu difficile parce que des fois, réguler a posteriori, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu des bêtises qui ont été faites, Eh oui. d'accord? Mais quand on Comme ça régule s'est passé avec les réseaux sociaux. ouais, c'est ce qu'on a fait avec RGPD. RGPD, on a régulé 15 ans après, que les bêtises, soient faites. Mais franchement, c'est pas plus mal. Parce que, je veux dire, la jurisprudence, c'est celle qui marche le mieux quand même. C'est on a compris quelque chose, d'accord? Faire des trucs en amont et décider que ça va être comme ça et qu'il faut réguler avant, moi ça m'embête beaucoup parce que je suis sûr qu'il y a des applications qu'on interdira ou qu'on s'interdira de faire, heu, auxquelles on n'a pas pensé et ça ça serait très embêtant. Donc Mmh. moi, je suis plutôt pour la régulation a posteriori que pour la régulation a priori, parce qu'on n'est pas si intelligent que ça. C'est ça la vérité. La vérité, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive auquel on n'avait pas pensé et qui est super chouette et qu'on n'aurait pas dû, réguler. Et tu sais, il y a une histoire, hein, en France en particulier, on a fait cette bêtise, avec la génomique, dans les années 80. Dans les années 80, on s'est interdit les manipulations génétiques en France, parce que, on avait dit que ça pouvait mener, à l'eugénisme. Ah ouais, c'est vrai, mais l'eugénisme, c'est une application des manipulations génétiques. C'est pas la manipulation génétique. Et donc, des années plus tard, on s'est aperçu que c'était une bêtise, parce qu'on s'est aperçu que la génothérapie, c'était quelque chose de très important. Voilà. Donc, bon voilà, donc il faut faire attention, mais encore une fois, Oui. mais je suis pour s'éduquer d'abord. Toujours la question de savoir où on met le curseur. Je voudrais t'entendre sur un sujet là qu'on a prévu d'aborder aussi, c'est les IA agentiques. Juste avant, Luc, il y a une chose dont on a beaucoup parlé, dont on parle de plus en plus à propos de l'IA, c'est l'open source. Est-ce que c'est, la France en parle, la Chine en parle, aux États-Unis en revanche, bah, c'est plutôt le modèle inverse. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est une opportunité extraordinaire. Donc, il faut surtout développer ces IA, et les développer en open source. Ça permet d'abord d'une manière purement, transparence. C'est par définition de l'open source, c'est pas plus mal, hein. Donc, alors il y a diverses, définitions de l'open source, hein. Il y a l'open source à la méta et puis il y a l'open source, à la communauté open source, la vraie, hein. Donc on ouvre plus ou moins le kimono, hein, donc ça dépend. Mais en tout cas, je pense que c'est une bonne chose parce que ces open source, elles permettent de vraiment spécifier, les IA et faire des IA qui vont être spécifiques et qui vont être très particulières et qui vont nous permettre d'être plus frugales, plus petites, d'être plus private parce que ça va être à la maison potentiellement que tu peux le faire au lieu de faire sur les serveurs. Donc c'est excellent, de pouvoir développer ces choses-là et on a vu ça avec DeepSeek, donc de nos amis chinois, où on voit qu'on peut aller les tripoter, et en faire un peu ce qu'on veut et les changer un peu comme on veut ces IA. Donc ça, l'open source pour ça est très important et je pense que, ces grosses IA, qui sont dans le cloud, les IA américaines de la côte ouest là, elles vont souffrir un peu de ça et leur valuation évidemment, leur valorisation va aussi souffrir un peu de ça parce que, on va s'apercevoir que
à la fin, et on va arriver maintenant sur les agents parce que c'est ce que ça veut dire aussi. À la fin, on va avoir ces IA super spécifiques qui vont utiliser ces techniques qu'on a apprises dans dans les mois et années qui viennent de s'écouler, mais on va maintenant spécialiser les trucs. Alors justement, ces fameux agents, les IA agentiques, là, ces jours-ci, il y a notamment Amazon qui a présenté la nouvelle version d'Alexa, Alexa Plus, Mmh. qui, on a l'impression, bah, s'oriente un peu vers, cette notion d'agent. Tu peux nous rappeler un peu ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi il s'agit? Alors les agents, alors d'abord c'est pas nouveau, hein. Il faut être clair qu'on parle d'architecture d'agents depuis les années 80. D'accord? Donc ça fait quand même un petit moment, hein. Il y avait des choses qui s'appelaient Corba et tout ça, donc c'est de l'orchestration en fait, de d'agents qui vont être spécialisés dans des tâches particulières, et donc on va orchestrer tout ça pour qu'ils puissent faire des métatâches, en quelque sorte. Donc chacun fait des tâches particulières, mais en les orchestrant et en les faisant potentiellement aussi, entrer en compétition, ils vont à la fin réussir à faire une métatâche qui a l'air d'être un truc super intelligent. D'accord? Donc ça existe donc depuis les années 80, cette idée-là. Là, aujourd'hui, on va appliquer ça à, l'IA générative, donc on appelle ça l'agentique parce que ça fait joli, et c'est un nouveau mot et c'est sympa, mais en fait, c'est vraiment sympa. Parce que ce qui est sûr, c'est que maintenant ces agents spécialisés, eh ben, ils sont vraiment bons, d'accord? Ils font vraiment des trucs extraordinaires à un niveau donc très particulier et dans leurs tâches particulières, et puis on est capable de créer ces orchestrateurs, donc qui avant étaient un peu compliqués et qui étaient plus basés sur de la logique que, sur ces IA génératives. Bah, l'orchestrateur peut lui-même être, génératif, et donc avoir heu, faire comment je vais dire ça? Hem je trouve pas le mot, mais ils vont pouvoir avoir des options, si tu veux, qui sont des trucs Ouais. auxquels on n'avait pas forcément pensé. Ça va être très intéressant. Ils peuvent essayer plein de trucs à la fois aussi parce qu'on a plein de computes différents. Donc c'est vraiment très distribué et très bien. Et chacun de ces agents aussi, donc c'est là où l'agentique est aussi très intéressante, c'est qu'ils vont agir sur le monde. Donc c'est là où on va pouvoir appliquer ces trucs-là à la robotique, par exemple. La robotique est une super application, des IA agentiques. Donc bah, là, on rentre dans cette nouvelle ère. Alors, c'est encore une fois une évolution, hein. On va certainement parler de révolution parce qu'on aime bien parler de révolution chaque fois qu'il se passe un truc, mais c'est une évolution, de ces IA qui est très intéressante parce qu'on a compris qu'il fallait spécialiser, mais on a compris aussi qu'il fallait orchestrer, qu'il fallait faire travailler tous ces trucs-là ensemble. Luc, concrètement, ça donnerait quoi? C'est dans quel type d'application, par exemple? Bah, en fait, j'allais dire dans tout. Parce que, quand tu vas quand si tu regardes par exemple, ce qu'on fait au quotidien, d'accord? Au quotidien, ton boulot, c'est quoi? Ton boulot, c'est d'avoir plusieurs tâches, d'accord? Et tu fais ces tâches soit séquentiellement, soit des fois en même temps parce que, bah, il faut que tu retrouves des données d'un côté ou de l'autre pour pouvoir faire ta tâche, ta métatâche, on va dire, en particulier. Et donc, bah, c'est exactement ce qu'on va faire ces agents. Ils vont prendre beaucoup plus d'informations sur, les différents, ces différentes tâches que tu as à faire. Et donc elles vont, construire ces métatâches qui vont avoir l'air donc encore plus intelligentes. Ça veut pas dire que ça va nous remplacer, hein, toujours pareil, il faut se calmer un peu là-dessus, mais on peut l'appliquer dans beaucoup de choses. Mais quand je te parlais de robots, par exemple, un robot, bah, on pense tout de suite aux robots humanoïdes, hein, qui doivent marcher, qui doivent machin, ça. Marcher, c'est pas seulement bouger les jambes, c'est comprendre tout le monde, comprendre qu'il y a des choses qui se passent devant, des choses qui se passent derrière, et il faut rester à l'équilibre. Enfin, il y a plein de trucs et c'est super compliqué. C'est une des tâches les plus compliquées, une métatâche les plus compliquées qu'on puisse utiliser. Donc, avoir des agents qui vont s'occuper de toutes les articulations, les machins, les pseudo-muscles, enfin tout ce que tu veux, là, c'est super compliqué et c'est là où l'agentique peut être super intéressant. Merci beaucoup, Luc Julia, pour cet éclairage. Comme d'habitude, on se retrouve le mois prochain, si tu es d'accord? Avec plaisir.